Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à vous sur la chaîne Réussir au Maroc et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je suis en direct de Tanger avec le frère que je ne vous présente plus, donc il va quand même se présenter, Inch'Allah, le frère Abou Bakr. Donc, Akhi Abou Bakr, barakallahu fik pour ton énième accueil à Tanger et pour ta participation à cette vidéo. Donc, je vais introduire rapidement, Inch'Allah, puis je te passerai le micro pour que tu puisses te présenter. Donc voilà, pour les personnes qui me suivent sur la chaîne Réussir au Maroc, donc comme vous le savez, le but, c'est de vous partager des parcours intéressants au Maroc. Et subhanallah, bah, pour notre part, on avait fait une vidéo, donc tu m'as dit que c'est pas le même appartement, mais on n'est pas loin en tout cas. On avait fait une vidéo il y a 4 ans, donc c'était en 2020, subhanallah. Et depuis, il y a pas mal de choses qui se sont passées, notamment par rapport à ton projet, ta vie au Maroc, et pareillement pour moi. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Et voilà, moi je commence les interviews sur la chaîne. Ça me tenait à cœur que tu sois le premier invité au niveau des interviews. Et Inch'Allah, il y aura après d'autres interviews qui suivront, mais je voulais les introduire avec toi. Voilà, de par aussi la relation, alhamdoulilah, qu'on a. Donc on va en discuter dans cette vidéo. Voilà, tout d'abord, je te laisse rapidement te présenter, nous dire où est-ce qu'on est. Donc, euh, Alors, wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Premièrement, on voulait tourner à l'extérieur, mais comme il pleut, alors on s'est rabattu sur l'appartement que louent mes parents. Un appartement où c'est beaucoup plus simple pour filmer, d'avoir un cadre à l'extérieur, d'être protégé de la pluie et le calme aussi à l'extérieur. Donc, rapidement, pour me présenter, bah, c'est Abou Bakr, comme tu l'as dit. Donc, je suis la personne qui a fondé la chaîne YouTube pour les doués d'intelligence. C'est même moi qui l'anime. Cette chaîne existe depuis 2018. Le but au départ, c'était juste de partager mon travail. À cette époque-là, j'étais éducateur spécialisé, prof de religion. Alors je rappelle, pour citer un public français, que le métier de prof de religion en France, ils n'ont pas cette fonction-là. Chez eux, l'école, elle est soumise à la laïcité, donc il n'y a pas de cours de religion. Alors que chez nous en Belgique, les cours de religion se donnent à l'école. Donc, dans l'éducation nationale, voilà, ça fait partie des cours que les élèves ont. S'ils sont de confession musulmane, ben, ils ont des profs de religion islamique. S'ils sont chrétiens, ben, ça c'est encore d'actualité. c'est encore d'actualité. À l'époque où moi j'ai commencé, on avait 2 fois 50 minutes par classe D'accord. d'affilée. Puis ils ont rajouté un cours de citoyenneté, donc on a perdu 50 minutes. Ils ont laissé 50 minutes pour le cours de citoyenneté, 50 minutes pour nous. Et là, pour l'instant, il y a encore les cours. Bon, moi j'ai arrêté depuis 2020. J'ai fait 7 ans dans ce domaine-là et éducateur 15 ans. Et j'ai combiné les deux de 2013. En 2013, j'ai commencé les deux. Jusqu'à 2020, c'était les deux. Et éducateur, j'ai arrêté en 2021. Donc tu faisais et les cours à l'école et en même temps tu étais éducateur en même temps, quoi. En fait, éducateur, j'ai commencé en 2005, donc en tant que travailleur social. Au départ, la fonction qui était la mienne, le titre, c'était animateur. D'accord. Puis comme j'ai fait des études d'éducateur spécialisé, je suis passé en 2009 à éducateur. Donc ça, c'est de 2005 jusqu'à 2020, donc c'est 15 ans. Et en 2013, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire les deux, donc d'ajouter prof de religion. Vu qu'un prof de religion, son temps plein, j'avais plus ou moins 20 fois 50 minutes, donc j'arrivais à combiner les deux. Ça, c'était avant d'arriver au Maroc. Et en 2018, j'ai décidé de partager un peu ce que je faisais, notamment dans la maison de jeunes, ce qu'on appelait les GLS7, les assises spirituelles. Mhm. Et c'est comme ça que la chaîne YouTube, elle a vu le jour. C'était juste un partage pour les absents, ceux qui ne pouvaient pas être là. Mhm. Ben, je filmais au lieu d'envoyer juste des audios sur WhatsApp, parce qu'au début, on faisait ça. Ouais. Je me suis dit, YouTube, c'est top, tu peux filmer, ils ont accès à tout. Et c'était en non répertorié, c'est-à-dire que la chaîne, elle n'était pas publique, elle était en non répertorié. Puis, voyant un engouement, il y avait plus de vues que le nombre de personnes qui étaient censées les voir. À un certain moment, j'ai osé, j'avais peur, hein, je n'étais pas à l'aise de faire ça. Mais à un certain moment, voilà, je l'ai rendu public. C'est comme ça que la chaîne pour les doués d'intelligence s'est fait connaître. Bah, nous, on a déjà fait plusieurs vidéos. Donc, on avait fait justement une vidéo, allez, rapidement pour redire l'historique un petit peu. On s'était rencontrés déjà à l'époque en Belgique, justement, donc dans le quartier où tu travaillais. À ce moment-là, on parlait pas encore du Maroc. Parce que je veux dire qu'ici, la vidéo, elle va être beaucoup axée sur le Maroc, sur ton parcours au Maroc, sur ton activité. À ce moment-là, on se voyait, mais on parlait pas nécessairement de Maroc. Toi, de ton côté, je suppose que c'était un projet que tu avais dans ta tête et de mon côté aussi, ça se préparait. Donc, on a eu cette vidéo-là. Puis après, on s'est revus donc en 2020. Donc, je parle juste des vidéos, hein, je parle pas des échanges qu'on a pu avoir. On s'est revus en 2020, justement, ici, où on a fait une vidéo plus sur la thématique de l'environnement, etc. Comment est-ce que l'environnement peut influencer ta foi.
Et après, voilà, on a eu d'autres. On a commencé à collaborer ensemble sur le projet de voyage dont on parlera, Inch'Allah. Et puis voilà, pour ta part, tu t'es installé au Maroc en 2020, 2021. Et moi, je suis venu quelques mois plus tard aussi, donc 2021. Et voilà, pour dire que vu qu'on a déjà eu plusieurs échanges, qu'on a déjà eu l'occasion de parler de ton parcours, bah, l'idée ici, c'est de te découvrir un peu sous un autre angle. Euh, alors, on va dire, bah, déjà par rapport à ton parcours vis-à-vis du Maroc. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à venir t'installer au Maroc et aujourd'hui comprendre un peu mieux ton activité. Allez, vulgairement parlant, comme on dit, c'est de quoi est-ce que tu vis, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est clairement voilà, une question que les gens se posent, les personnes qui veulent venir vivre au Maroc. Donc moi, la première question que je te poserai, bah, c'est vis-à-vis du Maroc. Donc qu'est-ce qui t'a motivé par rapport au Maroc, déjà de manière générale. Après, on parlera de Tanger, Inch'Allah. Alors, ce qui va être spécial dans ce que je veux dire, c'est que moi, c'était pas dans mes plans. C'est les plans divins. Et souvent, c'est un terme qui va revenir souvent chez moi, c'est la question des plans divins, parce que moi, là-bas, j'étais en Belgique, et au départ, j'étais bien en Belgique. Donc, il n'y avait pas de raison de quitter la Belgique pour un autre lieu. Maintenant, quand tu as des enfants, et quand tu vois les risques qu'encourent tes enfants par rapport à l'éducation, la délinquance, pas mal de choses en fait, c'est là où tu commences à te poser des questions. Je me posais vraiment la question de savoir, voilà, en restant en Belgique, par rapport à ce que je voyais en tant qu'éducateur, donc moi j'avais plein de jeunes, Ouais. T'étais en contact direct en voilà, j'étais vérité en avec. contact direct moi avec les jeunes, j'étais prof dans les écoles, je Ouais. voyais comment ça tournait dans les écoles, et toutes les dérives auxquelles les jeunes étaient confrontés, hein, filles ou garçons, je voyais ça, franchement, ça ne me mettait pas à l'aise. Et je me disais à l'intérieur de moi, voilà, au départ c'était ça l'idée, c'était pour les enfants. Moi j'ai grandi, je suis vacciné, je me dis, dans le sens où on a grandi, alhamdoulilah, Allah nous a préservés, on a pu faire notre vie et tout. Mais pour les miens, j'ai deux fils, et à l'époque j'avais le grand qui avait 7 ans, le petit il venait d'arriver, il avait même pas un an. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait pour leur identité, leur stabilité et aussi leur permettre d'avoir un cadre beaucoup plus sain, il faut que je trouve une solution en fait. Et comme je suis d'origine marocaine, bah, automatiquement, le premier pays vers lequel tu vas, que tu connais, avec lequel tu as un lien, c'est le Maroc. Sachant que mon épouse, elle est née au Maroc D'accord. et elle est arrivée à 21 ans en Belgique. Donc j'avais cet avantage-là aussi, euh, que ça allait pas bloquer chez elle, dans la mesure où toute sa famille, quelques exceptions près, mais ses parents, ses frères, ses sœurs, etc., etc., ils étaient tous au Maroc, tu vois. Et moi, de mon côté, pareil, au niveau familial, mes oncles, mes tantes, à part un oncle qui était en Belgique, Allah yarhamou, toute ma famille est au Maroc, à quelques exceptions près. Et donc pour moi, c'était chaque fois on allait en vacances, c'était une évidence. Il n'y avait pas d'autre lieu que le Maroc, dans la mesure où c'est mon pays d'origine et j'ai une attache familiale bien ancrée au Maroc, sachant que les liens chez nous de famille sont très bons. Donc ça fait pas de problème de famille, au contraire, c'est des liens très bons. Donc voilà, dans les grandes lignes, donc c'était pas mon plan, mais c'était certaines peurs vis-à-vis de mes enfants qui m'ont amené vers ça. Alors je sais pas si tu veux que je rajoute après le comment, mais je te laisse poser les questions. Par rapport à. Moi, je vais te poser des questions qui sont en relation avec les questions que les gens se posent. Parce que moi, je connais plus ou moins ton parcours. Mais souvent, les questions que les gens se posent par rapport à l'éducation au Maroc, bah, c'est la qualité des établissements, comme quoi les écoles ne sont pas de suffisamment bonne qualité, etc. Est-ce que les jeunes ne sont pas aussi exposés des fois à la délinquance, ou est-ce que le fait que euh, qu'est-ce qui revient souvent? Il y a aussi le fait que bah, tous les jeunes n'ont pas spécialement une attache très grande vis-à-vis du din, etc. Donc, est-ce que ça, c'est des réalités, ou est-ce que c'est juste voilà, des craintes ou des idées reçues que les gens ont par rapport au Maroc? Et qu'est-ce qui, toi, t'a fortifié dans ton choix d'éduquer tes enfants au Maroc, tu vois? Ce qu'il faut savoir, c'est que la Belgique que moi j'ai connue enfant, c'est pas la Belgique d'aujourd'hui. Toutes les choses évoluent, donc les choses ont commencé à changer. Le niveau même, je te dis là où je travaillais, la cité dans laquelle je travaillais, elle s'est transformée, mon frère. Elle est devenue très très dangereuse, tu vois. À mon époque, ce meurtre, ça n'existait pas, tu vois, d'aller jusqu'à enlever la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est un seuil qui a été dépassé. Et ça, c'est la réalité de Bruxelles. Moi, je parle spécifiquement de Bruxelles, où même aujourd'hui, quand tu lis les articles et tout, la jeunesse, on a atteint un niveau en fait particulier. Ça, je le vois pas ici, frère. Moi, je suis installé au Maroc. Bien évidemment, l'école, moi, je paye. Donc, j'ai fait le choix. C'est normal. On veut avoir quelque chose de correct pour nos enfants. Donc, je dis pas que je connais pas l'école publique ici, mais j'ai fait le choix d'une école où je paye. Et alhamdoulilah, je vois au quotidien les enfants, on va dire, qui appartiennent
au milieu social de mes enfants, hein, donc la classe moyenne, on va appeler ça, moyenne, surtout qui viennent d'Europe, donc nous on a un peu plus de, on va dire peut-être un peu plus de facilité. Alhamdoulilah, il n'y a pas ces problèmes que moi j'ai connus en Belgique. Pourtant j'étais prof et j'étais éducateur et je vois la différence. Ici au Maroc, tu peux retrouver certains jeunes en difficulté, c'est des jeunes qui viennent de familles très très pauvres, qui sont vraiment en difficulté et qui vont peut-être un peu traîner dans la rue, etc. etc. Mais c'est parce qu'au niveau clairement social, il y a des parents qui sont trop pauvres, qui Dans n'ont la pas misère. forcément les... C'est la Il y a une misère en fait misère qui qui fait ça. n'existe peut-être pas en Exactement. Belgique. Exactement. Tandis que les enfants qui appartiennent à la classe moyenne, en général ici, ils ont leur sport, ils vont à l'école, tu vois, ils jouent à la PlayStation à la maison, des choses comme ça. Donc t'es pas confronté à une vraie délinquance Ouais. telle qu'on la connaît en Europe, tu vois. Ici, je vois pas, en tout cas, moi je me balade à Tanger, je te dis, à part les jeunes qui viennent de familles très très pauvres et ils font avec les moyens du bord, ils mendient, machin et tout, des choses comme ça, notre délinquance à nous, je la vois pas ici, tu vois. Et après, il y a une question aussi par rapport à ça. C'est, voilà, dans notre cas, on est venu pour nos enfants, donc pour préserver l'éducation de nos enfants, notamment au niveau de certaines valeurs, etc. Mais, en tout cas, moi, c'est un constat personnel. Je ne sais pas si c'est un constat que tu partages. Il y a aussi toute une influence de la jeunesse aujourd'hui au Maroc, dans l'autre sens, en fait, qui souhaiterait avoir une éducation plus occidentale ou qui subissent peut-être un petit peu la mondialisation, des choses comme ça, tu vois. Est-ce que ça crée pas, comment on va dire, toi tu viens, tu ramènes tes enfants pour avoir une éducation peut-être plus traditionnelle, plus culturelle, etc. Et inversement, bah, il y a peut-être une jeunesse qui veut autre chose aujourd'hui. Donc je sais pas si ça c'est une réalité à nouveau à laquelle tu es confronté ou pas, ou si c'est pas le cas. Moi, en tout cas, personnellement, je suis pas confronté à celle-ci. Pourquoi? Parce que j'ai conscience qu'un jeune, ça reste un jeune. L'erreur, c'est de croire que en prenant vos enfants, en les ramenant peu importe où vous allez, dans le monde sécurisé, ce que vous voulez en termes d'éducation, un enfant reste un enfant, un jeune reste un jeune, il doit faire il fera ses expériences. Mais il y a ce qu'on appelle un principe même dans la jurisprudence qui est aqall ad-dararain, qui est le choix entre quand tu es face à deux mal, deux difficultés, tu prends le moindre mal. C'est ça. Et là, la réalité, moi, à laquelle je fais face, de nouveau, moi j'étais sur le terrain, je t'ai dit, j'étais éducateur, j'étais avec des jeunes. Et moi, mon groupe, les groupes avec lesquels je travaillais, c'était des ados et des jeunes adultes. Je voyais, j'étais dans les écoles, j'étais prof, je me baladais dans 6 écoles par année. Chaque année, j'avais plus ou moins 5 6 écoles, parce que nous, les pros de religion, on a des petites heures par-ci, par-là. Je prenais le métro, je voyais ce qui se passait, et je voyais des choses pas rassurantes, en tout cas pour moi. Ouais. De nouveau, en termes d'éducation, pas de nouveau, mais je donne une information, c'est Allah qui guide, que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Après, c'est Allah qui organise de nouveau, on est dans les plans, c'est Allah qui met en œuvre les plans qu'il veut pour. Mais c'est un constat que je fais, de ce que je vois, de ce qui est accessible ici directement. Je prends juste mon cas à moi, par rapport à mes enfants, alhamdoulilah, ils ne sont pas exposés à ce que moi j'ai pu voir en tant qu'éducateur. Et il y a une dimension que je rajoute, c'est que moi, plus jeune, il y avait des difficultés au niveau identitaire. Qui je suis? Est-ce que je suis marocain? Est-ce que je suis belge? Je suis quoi finalement, tu vois? Je suis musulman. Musulman, c'est sûr, t'es musulman quoi qu'il arrive, tu vois. Mais il y avait un défi, des défis pour moi au niveau identitaire qui n'étaient pas évidents. Ici, ils se posent pas cette question. Ouais, clairement, ouais. Ils se posent pas, surtout quand ils sont petits et que tu les mets dans l'école, ils se posent pas cette question. Tu es comme tout le monde en fait. C'est Tu ça. vas à l'école, tu recevras tes points en fonction, tu travailles pas. C'est pas une question Exact. d'origine ou de machin et tout. Ouais. Non, tu es comme tout le monde. Mhm. Et ça, c'est une chose que moi j'ai vécu, de laquelle j'ai souffert quand j'étais enfant T'as subi ça personnellement? j'ai subi ça personnellement, pas avec tous les profs heureusement, parce qu'il y a des profs, alhamdoulilah, tu vois, qui ont du cœur, qui ont une rahma, mais il y en avait d'autres, clairement. Moi j'ai encore des souvenirs clairs. T'es pas coté de la même manière, j'ai des amis à moi, par exemple, moi j'étais, moi j'ai jamais pu tricher parce que trop peur, trop peur. Donc j'étais pas un bon tricheur, dans le sens où j'essaye même pas parce que je vais me cramer avec mon non-verbal, on va voir qu'il y a un truc qui va pas. Mais j'ai des amis avec moi, qui étaient des experts c'était des photocopies, tu vois, des feuilles des autres, et ils se mettaient en général avec des personnes dites intelligentes de la classe qui étaient plutôt, on va dire, de souche. Eh ben mon frère, il faisait photocopie. Lui, il y a le nom qui changeait, je dirais pas les noms, mais un nom à consonance, on va dire maghrébine, l'autre. Elle va avoir 16, lui 12 ou 14. Ouais, De vraiment. 17, lui 14. Malgré que c'était une Et photocopie. ces photos, le gars, tu prends les feuilles après les corrections, tu vois, il y a une chose qui change, c'est le nom de famille et le prénom. Ouais, vraiment. Donc ça, c'est des faits, je veux dire, c'est une réalité. Il y a même des études en France qui montrent que quand tu veux demander un travail, si tu t'appelles Mohamed ou quelque chose, ça passe pas aussi facilement que si tu Ouais, t'appelles Michel ouais, ou autre chose. vraiment. Sans juger hein, les prénoms, mais c'est Bien une sûr, réalité, tu bien vois. sûr. Et donc, il y avait ça aussi, c'est que pour mes enfants, il y avait cette question d'identité, l'accès à la langue arabe. Nous, on a dû travailler pour
avoir accès à cette langue. Et pour nous, ça fait partie de notre identité. Eux, dès l'école, depuis la primaire, tu vois, ils écrivent, ils lisent, etc., etc. Donc tout ça, ça a été des éléments qui m'ont motivé, on va dire. Mais de nouveau, les plans divins. Ouais. Est-ce que tu trouves, je veux dire, est-ce que tu trouves que c'est un phénomène qui se développe de plus en plus, justement les personnes qui veulent revenir à leurs racines, tu vois? Parce que comme tu as pu le constater comme moi, vu qu'on échange quasiment tous les jours, on s'est partagé mutuellement des articles, etc. Et comme quoi le phénomène des personnes qui veulent revenir, je pense que c'est toi qui m'avais partagé un extrait d'une émission radio en Belgique. Je sais plus si c'était toi. Où la chroniqueuse, elle disait que les MRE qui rentrent au Maroc, etc. Je sais pas si tu Je sais l'as vu. plus si c'était moi ou pas, mais Bah je l'ai voilà, vu. tu l'as vu. Donc en tout cas, voilà, c'est un phénomène vraiment qui s'est accentué. Bon, ici, ça parlait de la Belgique, donc ça nous concernait directement. Ça parlait des Belgo-Marocains et qu'ils avaient constaté vraiment qu'il y avait vraiment un phénomène, en tout cas cette année 2024, ça s'est vraiment accentué, où il y a de plus en plus de monde qui veulent revenir à leurs racines, quoi. Donc est-ce que ça rejoint aussi un petit peu cette volonté-là? Et est-ce que dans ton cas, vu que maintenant les enfants ils sont plus grands, est-ce que tu vois les fruits de ce retour aux sources? Moi, je vois ça effectivement, dans le sens où ben, moi j'ai deux enfants, j'en ai un de 18 ans et un de 12 ans. Et celui de 18 ans, je vois, tu vois, l'identité qu'il a, le rapport qu'il a au monde. Il y a plein de choses en fait par lesquelles il n'est pas passé, qui étaient devenues pour moi, à son âge, un handicap que lui, il n'a pas. Je vois le petit qui a 12 ans, qui est à l'école, tu vois, je vois son bien-être intérieur, comment il vit, son rapport au Coran, tu vois, par exemple ce matin, il est resté réveillé, Allahumma barik del Fajr, tu vois, jusqu'à 9 heures. 3 pages de Surat al-Baqarah, par exemple, tu vois, de lui-même, tu vois. Il vient de démarrer ça, hein, parce que je l'envoie une fois par semaine, mais là, il a vraiment l'engouement. Donc c'est un autre cadre, c'est un autre monde, tu vois. C'est, j'ai envie de dire, c'est pas pareil. Moi, je te dis, voilà, allons droit au but, c'est deux mondes qui ont rien à voir. Maintenant, c'est une chose sur laquelle j'insiste, c'est pas parce que les gens sont amenés à éduquer leur enfant en Belgique ailleurs que fatalement ça veut dire que l'éducation ne sera pas réussie. Non, moi pour moi c'est Allah qui décide. Vous faites la prière de consultation, c'est lui qui décide de dire là ou là. Après, il y a une différence entre la Belgique et la France. Encore la Belgique, je trouve que on va dire qu'on est beaucoup, beaucoup moins oppressé. Il y a Surtout à beaucoup plus de Bruxelles, il y a une tolérance, surtout grande à Bruxelles. communauté Voilà, surtout à Bruxelles. musulmane, Voilà, alhamdoulilah, le marocaine. climat il est beaucoup plus serein. Même les gens sont beaucoup plus tolérants. Il y a une vraie Ouais, multiculturalité qui fait que on n'a pas à se plaindre. Quand je ouais, compare ça à ouais, ce que je vois un peu dans les médias français et ce à quoi sont exposés des frères et sœurs de la communauté qui viennent de France à travers les médias, ce que je vois, ouais, là je sens que c'est compliqué. Donc pour ces personnes-là, ça devient oppressant en fait. Ça veut dire que il y a une pression qui est mise, il y a réellement une sorte d'islamophobie d'État, hein. On voit avec le nouveau Premier ministre qu'ils ont, etc., etc., tu vois, derrière les gens. Et j'ai envie de dire, moi je l'ai fait pour mes enfants et leur éducation. Eux, c'est au-delà des enfants, ouais, c'est pour les adultes. On est ouais, dans c'est quelque comme chose où même pour les adultes. ça. Ouais, Alors que dire des enfants? Si l'adulte qui a grandi en France, qui se dit, moi je suis français comme tout le monde et tout, se retrouve en difficulté, on remet en question en fait cette part de son identité. ouais, Que dire d'un enfant qui va grandir dans ce ouais, climat-là, tu vois? clairement. Donc là, c'est clair qu'on est face à une réalité où les gens vont se retrouver en tout cas pour ceux qui ne peuvent plus supporter cette pression, chacun est libre, hein, donc je ne suis pas là moi pour imposer quoi que ce C'est soit aux ça. gens, à trouver des alternatives. Ouais, Et en fonction je veux dire, si on prend en Afrique le pays le plus proche, qui donne quand même un confort assez intéressant ouais, pour les personnes vivant en Europe, le Maroc, de mon point de vue à moi, avec l'expérience que j'ai, offre une qualité de vie et des facilités euh, beaucoup plus intéressantes que ceux ouais. qui vont jusqu'aux Émirats où c'est beaucoup plus Ouais, tout à fait. compliqué, beaucoup plus cher, etc., etc. Donc ça reste une destination intéressante. Je ne connais pas les autres pays, donc je ne connais pas l'Algérie parce que je n'y ai jamais été. Mais l'idée, c'est pas, voilà, nous, on parle Ouais, du Maroc parce que ce soit toi ou moi, on est d'origine du Maroc. ouais. Mais cette réalité, elle va impliquer qu'il y a des gens qui vont retourner peut-être en Algérie, peut-être en En Tunisie, peut-être Turquie aussi, il y a en beaucoup de Turquie, Turcs en qui vont. Afrique de l'Ouest. Voilà. Ouais, C'est à chacun de voir. Le Sénégal, moi je connais des gens qui sont installés au ouais, Sénégal, et alhamdoulilah, ils avancent. Mais l'expérience que je fais moi du Maroc, parce que ouais, je suis installé au Maroc, alhamdoulilah, tu vois, ouais, alhamdoulilah, il y a énormément de facilité. ouais, Il y a, pour ceux qui viennent d'Europe, avec le salaire européen, ici mon frère, tu vis beaucoup, ouais, beaucoup, beaucoup mieux que en France ou en Belgique. ouais, Donc ça, c'est, voilà, je pense que à ce niveau-là, il y a une réalité ouais, à laquelle les gens font face qui va les amener à devoir penser à une solution. ouais, Parce que plus le temps passe, plus ça devient compliqué, ouais, plus ça devient agressif, plus l'État compresse les gens.
Et tu peux pas, à un certain moment, tu peux pas rester dans une situation comme ça. De nouveau, à chacun de voir sa sensibilité par rapport à ça. En fait, nous, on était plus dans une démarche préventive vis-à-vis de l'éducation de nos enfants. En fait, on était plus dans la prévention. Et en fait, ce que tu expliques, parce que du fait aussi que tu sois professeur de religion, il y a peut-être des gens qui vont te poser des questions plus de jurisprudence liée au fiqh. Est-ce qu'on doit absolument faire ceci, cela? Donc nous, on rentre pas dans ces choses-là. Mais logiquement, on va dire, nous, on était plus dans une démarche préventive. Et on constate que ce phénomène, en fait, et c'est ce que je te pose comme question en même temps, est-ce que ce phénomène, il est en train de s'accentuer à un point où ça sera plus de la prévention, en fait? Ça sera limite, je veux dire, une obligation à nouveau, pas au niveau du fiqh, mais au niveau moral, au niveau Même du psychique, au fait, niveau, tu ça vois? pourrait devenir. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas me prononcer au niveau du fiqh parce que ce sont des questions qui sont pour les savants. Moi, je suis un enseignant, c'est-à-dire je sers juste de pont entre les savants et le commun des musulmans. Donc je ne vais pas prendre une place qui n'est pas la mienne et je ne vais pas prendre une responsabilité qui n'est pas la mienne. La seule chose qu'on peut dire, c'est que il va y avoir un moment, la pression est tellement grande que pour sauver ce qui reste de ton dîn, tu vois, si on va commencer à t'interdire de prier, de manger halal, et en fait, c'est tout, on te coupe des piliers de l'islam, en fait, des bases, alors que tu demandes rien. En fait, tu fais de mal à personne juste dans ton coin, en fait, tu veux juste pouvoir respecter les principes de ta religion de base, hein, même pas dans les détails. Quand on voit ce qui se passe, en tout cas dans les médias et tout, ça devient de plus en plus compliqué, en fait. Et il y a un climat de suspicion aussi, tu vois. Suspicion, voilà, il y a des choses qui sont en train de se passer qui montrent, c'est comme si on est, quand tu parlais de prévention, qui, 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 qui doivent amener normalement à de la réflexion et une préparation. Parce que les gens ne peuvent pas se dire que ça se fait du jour au lendemain. Du jour au lendemain, vous allez souffrir. Vous allez vous mettre en difficulté, ça se prépare. Et en fonction de chacun, de vos compétences, de vos formations, voilà, il y a une préparation. Et si on n'est pas préparé et que vous retrouvez à faire ça à l'arrache, j'ai envie de dire ça comme ça, tac, ça va être très compliqué en fait. Vous allez souffrir. Donc il faut se préparer. Par rapport à, je veux dire, ton souhait de départ, où quand tu te projetais sur le Maroc, et aujourd'hui, donc ça fait presque 4 ans que tu es installé, c'est ça, hein? Depuis 3, 2021. 3 ans, donc plus ou moins 3 ans, presque 4 ans, Inch'Allah. Est-ce que ça a évolué par rapport à ce que tu recherchais? Donc est-ce que tu as trouvé en fait ce que tu recherchais vis-à-vis de ta nouvelle vie au Maroc? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, ou des choses qui ont évolué, ou tu vois, est-ce que tu perçois les choses différemment? Ou est-ce que tu te dis, ah ouais, là j'ai peut-être été un peu naïf sur le coup? Ou inversement, est-ce que tu te dis, ah ouais, bah finalement je m'attendais pas à autant? Tu comprends ce que je veux dire? Alors, il faut savoir que je suis une personne qui n'est pas câblée attente. Parce que je sais que les attentes est le terreau favorable pour la souffrance. Le décalage entre tes attentes et la réalité, c'est ça qui t'amène à être déçu ou quoi. Moi, j'ai pas d'attente. Moi, ce que je veux, c'est avoir une vie paisible. Je veux pas qu'on me casse la tête. Je veux pas ni créer des problèmes, ni avoir des problèmes. Ça veut dire que je suis une personne, je suis installé au Maroc. Voilà, mes enfants, ils vont à l'école, je paye leur école. Je suis quelqu'un de casanier, je suis à la maison, je fais mon travail. Il y a deux parties dans mon travail. Il y a des consultations, les gens en souffrance qui vont pas bien. Ben, j'essaie modestement d'apporter un plus. De l'autre côté, je suis enseignant. Et la chose qui me distingue par rapport aux autres enseignants, c'est le côté psychospirituel, la psychologie et tout. Donc je donne cours par rapport à ça. Et il y a justement le fait d'accompagner les personnes par rapport aux épreuves. Et je m'arrête là en fait. Quand je sors, je fais mes cours, je cherche pas à mélanger ni un tel, ni un tel. Rien en fait. Moi, je suis venu, j'ai une idée claire de ce que je veux, j'ai mon travail, j'ai mes priorités. Et je bouge pas de ça en fait. Le reste, je rentre pas dans des trucs en fait dans lesquels je vais me retrouver en difficulté, on va dire, ou ni dans quelque chose qui va m'amener avec on va dire les Marocains de base qui sont là à rentrer en conflit avec eux. Non, je les respecte. Voilà, je leur souhaite ce qu'il y a de mieux. Si modestement, quand je suis quelque part, je peux donner un peu plus pour les aider, je fais ce que je peux. Mais je vis ma vie de mon côté en fait. Je fais, voilà, ma priorité c'est l'éducation de mes enfants. J'ai ma famille à gérer. J'ai encore mes parents qui sont vivants modestement. J'essaie de faire ce que je peux. Et j'ai mon travail en fait. J'ai des gens qui comptent sur moi au niveau des consultations, des cours. Et stop, ça s'arrête là en fait. Et si je sors, c'est pour aller faire les courses. Vraiment, en général, mes sorties, c'est plutôt ça. Même profiter du cadre, je profite pas assez, tu vois, parce que je suis occupé avec mes trucs. Et de temps en temps, quand j'ai besoin de respirer, je sors respirer. Stop, ça s'arrête là. Et c'est un cadre que je me suis fixé. Quand on vient avec un cadre comme ça, en général, ça se passe bien. Mais si on rentre dans un cadre, on se mélange, on est confronté à la réalité, il y a d'autres codes ici qui ne sont pas nos codes et avec lesquels on risque d'être en friction, hein, parce qu'ils n'ont pas le même rapport au temps.
Ici, ils sont beaucoup plus cool, ils n'ont pas le stress qu'on a, donc ils te donnent un rendez-vous. C'est pas à la minute près, ça peut prendre 15, 20, une demi-heure. Ça fait partie du truc. Tu as un arrangement pour une date, il va venir te faire des travaux, il peut te faire poireauter 3, 4 jours après, 5 jours après ou la semaine d'après. Donc il y a des codes en fait. Ici, si on ne les intègre pas, la vie elle devient compliquée. Si on vient avec nos codes dits européens et on cherche à les imposer ici, vous allez avoir beaucoup de conflits et de difficultés. Donc moi, c'est ce que je fais. J'essaie pas trop de me, je me mélange pas. J'ai ma famille. De temps en temps, je les vois. J'ai mon travail. J'ai mes enfants. Et stop. Ça, mon cadre, il est là. Je sors pas de ce cadre-là. Pour toi, c'est important d'avoir ce concon-là et voilà, de savoir en fait exactement, dans un sens, ce que tu recherches dans ta vie au Maroc. C'est-à-dire de connaître un petit peu les limites de ce que tu recherchais et rester dans cet objectif-là, quoi. Pas commencer à t'éparpiller ou à te disperser un peu trop et à te retrouver dans des situations contraignantes, c'est ça, hein. Exactement. Et surtout, il y a l'idée. En fait, moi, j'ai un profil où j'ai mon identité. Et j'ai pas envie à chaque fois qu'on me confronte à mon identité comme si elle pose problème. J'ai envie de prier. Il n'y a personne qui m'empêche de prier. J'ai envie de manger halal. Il y a l'Eid. Je vais pas me poser 10 000 questions. Comment on fait? Il y a des règles que tu peux pas, l'abattage. Donc, ça veut dire qu'en termes de spiritualité, de religion, d'identité, je suis pas confronté aux mêmes éléments qui te bloquent en fait. C'est comme si à un certain moment, les gens se retrouvent dans des situations où il y a une part de toi que tu dois effacer en fait. Non, là, j'ai pas ce problème-là, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un qui veut la paix, la tranquillité. Je suis quelqu'un qui aime pas les casse-têtes, les conflits, les trucs. Et j'ai envie qu'on me laisse tranquille en fait. Que je puisse faire, voilà, alhamdoulilah, je dérange personne. Ici, ce qui est bien, par exemple, tu vas sortir, tu vas aller prier, centre commercial, tu as un petit endroit, tu pries. Personne qui va te dire que c'est en train de faire ou quoi, tu vois. Tu vas à l'aéroport, tu as envie de prier, il y a un endroit pour prier. Peu importe les lieux où tu te déplaces, mon frère, tu as ton obligation religieuse, il n'y a personne qui va te regarder de travers, ni te dire pourquoi tu pries, ni te mettre une étiquette parce que tu pries, tu vois. Même la prière maintenant, c'est devenu une étiquette qu'on met sur les gens, tu vois. Tu es devenu dangereux si tu pries. Pareil pour, on voit le voile, tu vois, cette polémique du voile, surtout quand on prend la France. Bah ici, tu sors, la personne, elle voyait, qui va lui parler, tu vois, même dans l'administration ou quoi. Donc cette chose à laquelle on était confrontés, nous, à chaque fois, tu vois, nous opposer à notre identité. Heureusement, en Belgique, c'est pas aussi fort, mais on sent qu'il y a une influence française, tu vois, de la France, qui vient, qui touche à certaines choses. Et là, t'as pas ça, t'as la paix, en fait. Et il faut comprendre, et c'est très important dans cette chaîne, c'est que le musulman, de base, il veut juste la paix. Il n'est pas là pour embêter les gens, imposer quoi que ce soit aux gens. Il veut juste avoir une vie alignée avec ses valeurs, avec ses principes. Il n'est pas là pour faire la guerre aux gens. Il n'est pas là pour rentrer en conflit avec les gens. Il n'est pas là pour contraindre les gens à appliquer quoi que ce soit. Voilà, je suis responsable de moi, je suis responsable de ma famille. Chacun est responsable de sa personne. Je peux encore conseiller et tout, mais j'ai pas de pouvoir contraignant. Je cherche pas à contraindre, tu vois. Et nous, on veut nous contraindre en fait, en tant que musulmans, dans des pays dans lesquels on prône des valeurs de liberté et tout. Non, 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 tu peux pas être libre comme toi tu veux. Tu dois être libre comme moi je veux. Et ça, c'est pas possible. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que tu dis justement, souvent on associe le musulman, il veut imposer ceci, il veut imposer cela. Mais en fait, le musulman, de base, il veut pas imposer, mais on veut pas non plus qu'on nous impose, comme tu l'as dit. Donc c'est aussi une des raisons, une des motivations qui fait qu'il y a de plus en plus de monde aujourd'hui qui viennent vers des pays comme le Maroc, qui reste, disons-le, une des meilleures alternatives par rapport à cet équilibre de vie qu'on recherche. Ça, je pense que, alhamdoulilah, il y a de plus en plus de monde qui en ont pris conscience. Maintenant, la question quand même qui se pose, c'est OK, je dois venir au Maroc. Voilà, question pratico-pratique, même si je sais que toi, tu préfères rentrer dans le fond du message plutôt que dans la forme. Mais voilà, ça reste une des réalités. D'ailleurs, il est en train de dracher, on a à Tanger, machallah. Donc, est-ce que le Maroc, c'est un pays qui est ensoleillé toute l'année, ou à Tanger, il fait ensoleillé toute l'année, où il n'y a que des avantages voilà. Qu'est-ce qui t'attire, par exemple, à Tanger et quelles sont peut-être les choses où tu dois faire peut-être un peu plus d'efforts par rapport à ta vie ici sur place? Ce que j'ai envie de dire, non, le climat comme ça, c'est l'exception ici. Alors qu'en Belgique, c'était, c'était la règle de base. Et ça joue aussi, hein, d'avoir le soleil, d'avoir un cadre, t'as la mer, les montagnes, ça joue énormément psychologiquement. Donc la Belgique, c'est le pays dans lequel j'ai grandi. J'aurai toujours un rapport avec la Belgique qui est particulier. C'est là où j'ai passé toutes mes années, j'étais à l'école. Maintenant, euh, on va dire les avantages qu'il y a ici, c'est vraiment le climat. Ça, c'est l'exception. Mais il y a un climat qui est hyper favorable. Tu es dans le pays des vacances toute l'année, tu vois. T'es dans le pays des vacances. Donc tu veux être en mode vacances, bah, tu sors de chez toi, c'est à 2 minutes de chez toi, 3 minutes.
cas de là où moi je suis, 2-3 minutes en voiture, j'arrive à la mer, tu vois. Ouais. Maintenant, les désavantages, c'est que, entre guillemets, désavantages, je vais dire, c'est qu'il y a une adaptation, il y a des codes ici. Je parle au niveau du peuple. Il y a certains codes. Si les codes ne sont pas intégrés, vous allez avoir difficile. Comprendre que les codes ne sont pas les mêmes. Ça, tu le ressens beaucoup dans ta vie de tous les jours. Moi, pas parce que je travaille pas. Mes clients ne sont pas des clients avec lesquels je suis amené qui sont d'ici. Mm. Donc, je suis pas amené à avoir une relation avec des clients ici. Je dis pas, il y a sûrement des gens, mais je suis pas en train de stigmatiser, c'est Ouais, c'est très ça, ouais, c'est important, hein. important. Ouais. C'est pas ça que je dis, c'est des codes. J'ai C'est déjà pas une reçu question de j'ai déjà reçu stigmatisation. des commentaires de la part de locaux hein, qui disent mais vous vous prenez pour qui vous Non, c'est pas dans ce à nous déjà. faire passer pour tu Hacha, vois? nous, j'ai un énorme respect pour eux, Ouais. pour énormément de choses, mais il y a des codes. Moi, je parlais des codes. Ouais. Au niveau des codes, je parlais par exemple des rendez-vous. De l'heure, c'est pas pareil. Ça, Mm. c'est un fait. Mm. Je dis pas que c'est un problème, tant mieux parce qu'ils ont moins de stress. J'aurais tellement aimé aussi avoir plus jeune eu cette latitude au niveau du temps. Et ça, tu penses que c'est quelque chose de général ou Il y a toujours des exceptions, mais moi, dans l'expérience que j'ai avec les quelques personnes que j'ai eues, un rendez-vous à la minute près, c'est rare. Mm. Si tu as ça, tu dis, tu dis, Inch'Allah, il y a un miracle, tu vois. Inch'Allah. Mais un rendez-vous à l'heure et tout, c'est rare. Je suis tombé sur des gens très corrects. Mm. Franchement, qualité, service et tout. Mais il y a des codes. Mm. C'est juste ça, je dis il y a des codes. C'est pas un C'est ça, jugement ouais. que je fais, il y a des codes. Donc il y a ça. Euh, Sinon, pour la vérité, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de gratitude. C'est-à-dire Mm. que ça va être difficile pour moi de parler de désavantages. Mm. Je dis à part le fait, ici, la remarque que je fais, elle est juste liée au code. C'est ça. C'est pas un jugement, je L'adaptation répète. en fait, C'est l'adaptation. Il y a des l'intégration dans un codes, nouveau voilà, qui système. peuvent, pour quelqu'un qui a grandi en Europe, pouvait. Comment ça, il me dit à 14 heures, il n'est pas là à 14 Mm. heures, et vous fâchez, etc. C'est des codes, en fait. Faut s'habituer avec les codes. Mais honnêtement, comme ça, parler d'inconvénients, En fait, ça va être compliqué pour moi. je parlerais parce que je te connais aussi, donc je sais que tu l'approches pas en mode inconvénient. On va employer des termes que tu utilises d'ailleurs. On va plutôt parler de challenge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vis dans, malgré tout, un nouvel environnement. Mais maintenant, je pense que, alhamdoulilah, tu t'es stabilisé depuis. On peut plutôt parler du début, de quand tu es arrivé, tu vois. Et en plus de ça, tu as basculé indépendant au niveau de ton activité. Parce que c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est de comprendre un petit peu comment, alhamdoulilah, tu parviens à vivre. On ne te demande pas tes extraits bancaires, frère, hein, tu vois. On veut juste savoir plus ou moins ton activité et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, tu arrives à, ben voilà, tenir ta vie au Maroc. Et donc, plutôt approcher ça en mode challenge. Ça a été quoi les challenges dans cette nouvelle vie pour toi? Ben, par rapport à ta situation professionnelle, par rapport à ta situation familiale, par rapport à, tu vois, quels ont été les challenges au niveau de cette nouvelle vie au Maroc, quoi, tu vois? Franchement, c'est une question avec laquelle je vais être en difficulté parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a facilité et que j'ai un personnage qui est particulier, c'est je regarde toujours. J'essaie toujours d'avoir ce qu'on appelle husn al-dhann, une bonne opinion et tout. Maintenant, là, il peut avoir des challenges. C'est de nouveau les codes. Dans les administrations, il y a des codes Ouais. qui sont pas comme nous. Donc, il y a des fois une lenteur administrative. Nous, des fois, tu vas à la commune, mon frère, ton passeport, ta, 10 minutes, c'est fait, 15 minutes. Ici, c'est des procédures où tu dois légaliser. J'ai pas l'habitude avec ça. Moi, il faut aller tel papier, tel bureau, et tu reviens et tu repars. Ça peut être challengeant au début. C'est-à-dire tout ce Sachant qui que est je administratif. précise, je me permets de préciser, frère, que tu es très souple. Quand on te demande, voilà, il faut faire un document de ça, tu vas pas, c'est pas toi qui vas rentrer en confrontation, commencer à dire comment ça, moi je veux pas faire ce papier-là, etc. T'obtempères, entre guillemets, en général, donc Moi, je suis plutôt patient, moi, voilà. ça veut dire que je suis patient. Mais même si je suis patient, je suis quelqu'un qui aime pas trop me casser la tête. Tu vois, commencer à aller à un bureau à droite, à gauche, ça m'embête, même si Hum, ma patience va faire que je vais faire avec. Mais ça, par exemple, c'est une différence. Là-bas, c'est très rapide. hum, Par exemple, en Belgique, n'importe quel document, frère, t'arrives, ouais, t'as ni légalisation ni rien. ouais, Donc là, déjà, il faut que les gens se préparent à être challengés par rapport à ça. Parce que hum, pour chaque document en général, tu dois légaliser. Tu veux juste aller à l'école, un truc, ouais, tu vas dans un bureau, tu fais une file. Donc ça, c'est des petites choses. Donc hum, l'administratif, hum. voilà, il faut comprendre que ça prend un certain temps. Sachant que ça évolue quand même. Il faut Ça dire que ça évolue, nous. évolue, Ce qu'on espère, c'est alhamdoulilah. que ça avance dans le bon côté. C'est pour ça que Ouais, nous, on encourage. ouais, Alhamdoulilah, ça va dans le bon sens. Une autre chose qui peut être aussi challengeante, c'est ceux qui vont être amenés à avoir une activité ici, hum. avec les fournisseurs, voilà, les Le marché la local, ouais, sous-traitance, etc., etc., ça peut être challengeant pour les ouais, personnes. Des échos que j'ai, des personnes, ça peut être challengeant parce que ouais, de nouveau, on n'est pas dans les mêmes codes. Nous, ouais, on a l'heure, la montre. ouais, Ici, ça peut être différent. Et le degré d'exigence
en Europe n'est pas forcément le même ici. Même, j'ai entendu un frère qui parlait du bâtiment, tu vois, au niveau de l'électricité et tout, de la Ah ouais, c'est pas les conformité. mêmes normes, quoi. C'est plus, voilà, c'est un peu plus autre Hmm, chose. Donc ça dépend de nouveau de votre personne. Si vous êtes une hmm, personne carrée et tout, perfectionniste, hmm, vous allez être en difficulté avec ça. ouais. Moi, comme je vis pas là-dedans, ça veut dire que, comme je l'ai expliqué, moi, mon activité avait déjà commencé. C'est ce que je voulais savoir. Voilà, je Te l'avais commencé concernant déjà en vis-à-vis de ton Belgique. Voilà, activité, déjà en comment ça a Belgique. évolué, quoi. La dernière année, j'avais commencé. Donc, le 2020, j'avais commencé mon activité en ligne. Je n'ai fait que la continuer, tu vois, C'est ça, ouais. ici. Donc, je l'ai prolongée ici, en fait. Mais l'activité existait déjà. Donc, je suis pas confronté à ça, tu vois. C'est ça. Dans le sens où, moi, ça passe, tout est automatisé, on va dire ça comme ça. Hmm, Et j'ai pas ce truc d'être confronté, il faut attendre quand on va te payer, parce qu'ici, il y a certaines personnes qui sont en difficulté, tu vas demander quelque chose, tu as fait un service, on va pas te hmm, payer à l'heure, ouais. il peut y avoir des retards, on te donne des chèques, le chèque ne rentre pas, toi tu as des ouvriers, donc il y a plein de gens qui galèrent avec ça, moi c'est pas mon Hmm, expérience. C'est pour ça que hmm, je dis, faut faire très attention quand moi je vais parler, c'est ma réalité c'est ça, ouais. à moi seul, c'est pas une réalité générale. Hmm, Raison pour laquelle, alhamdoulilah, de mon côté à moi, je vois plutôt hmm. les bénéfices et pas les inconvénients. Ouais. Je me rappelle déjà à l'époque, parce que, comme tu l'as cité, tu avais quand même deux emplois, donc en tant qu'éducateur, puis en tant que professeur. Et je me rappelle, enfin, sauf si je me trompe, mais que c'était aussi une décision un peu difficile à prendre pour toi, de sortir de, enfin, de devoir démissionner, enfin, tu vois, de devoir faire cette transition professionnelle. Donc, alhamdulillah, c'est bien parce que ton projet, je veux dire, il a directement pris en ligne, etc. Donc, justement, tu parleras, enfin, je te demanderai si tu veux bien de présenter un peu ton activité, en quoi est-ce que ça consiste exactement, tu vois. Mais si je me rappelle bien à cette époque-là, parce que c'est au moment où on s'est connus, tu étais en pleine transition et tu te posais quand même des questions par rapport à certains choix que tu as dû faire ou des trucs comme ça, si je me trompe pas. Ouais, en fait, tu vas toujours avoir des peurs. C'est-à-dire que moi, toute ma vie, j'ai eu un salaire à la fin du mois. Hmm, J'étais salarié, comme on dit. Donc, t'as pas ce stress au niveau du salaire parce que tu sais que fin du mois, ça va tomber. hmm, Quand tu deviens, on va dire, indépendant, entrepreneur ou autre, ça fonctionne pas comme ça, en fait. Ton risque, c'est le jour le jour. Moi, hmm, je regarde et c'est le jour le jour. Tu vois, qu'est-ce qui va rentrer. ouais, Donc, t'as pas de contrôle, si on peut dire ça comme ça. Même si des fois on croit avoir le contrôle sur les rentrées, t'as pas de vue c'est dessus. ça. C'est vraiment quelque chose qui vient comme ça. Des fois, il y a des mois où j'arrive, je suis vraiment serré, tu vois. Hmm, Je me dis, est-ce que je vais m'en sortir? Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il débloque, tu vois. hmm, Il débloque les choses et donc ça rentre dans l'ordre très rapidement. Donc ce que je veux dire par là, par rapport au saut, en fait, entre celui qui n'a jamais été entrepreneur et qui devient entrepreneur, et donc c'est fini le salariat, t'as peur, c'est normal. hmm, Frère, t'as jamais vécu avec autre chose qu'un salaire à la fin c'est du ça. mois. Là, c'est l'aventure. Hmm, Mais alhamdoulilah, Ar-Razzaq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, depuis que j'ai commencé ici en 2021, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours mis la baraka, tu vois. hmm, À tel point, pour ceux, c'est un peu pour vous donner quelques éléments, hein, quand vous avez une société, parce que moi j'ai une société ici au Maroc, c'est bien de laisser des réserves en fait. Vous devez toujours avoir une réserve de salaire de plus ou moins 5 6 mois, on ne sait jamais. hmm, Euh, mais qu'est-ce qui se passe, c'est que quand le mois il arrive, tu vas aller puiser dans cette réserve hmm, pour te verser des salaires. ouais, Par exemple, moi je me verse un salaire à moi et à ma femme, tu vois. C'est avec ça qu'on peut vivre. Mais tu sens que tu as ton truc, tu vois, qui est un hmm, peu de côté, tu as 5 6 mois de réserve hmm, dans ton compte de société et tu vois en fait dès que tu te verses ton salaire, bah, tu vois que ça diminue. Donc il faut ouais. absolument qu'il y ait des Faut rentrées qui te recommencer. maintiennent avec Hmm, une sécurité parce que tu peux pas te retrouver à un moment où ton compte de société, tu n'as même pas de quoi te verser un salaire hmm, et tu as des charges, hein, tu as ouais, l'école à payer, tu c'est ça. as des frais à payer. Donc c'est ça qui est différent, c'est qu'avant ça, tu te casses pas la tête, tu vas au travail, tu fais ce que tu as à faire et ton salaire il tombe et tu es tranquille. Et Hmm. ici non. Ici c'est un risque. Tu rentres dans une autre gestion, en fait, C'est là. autre chose en Ouais, fait. C'est un truc qui tombe et c'est un truc qui chaque jour est différent. hmm, Il y a un mois, tu vas peut-être rien faire, tu vas faire rentrer très peu, mais il y a les réserves dans le compte de société qui te hmm, permettent de pallier. Il y a des mois, alhamdoulilah, tu vas pouvoir avoir sur ton compte de société 2 3 mois d'avance. hmm, Puis des mois, tu vas partir en voyage, tu n'as plus forcément d'entrée hmm, directement. Donc heureusement que tu as ton compte de société, sachant qu'avec le compte de société, tu as aussi des frais des fois. ouais, Tu payes, moi je paye ma CNSS, ils appellent ici, ouais, donc ouais. c'est pour pouvoir bénéficier d'une Sécurité ouais, sociale. sécurité sociale, tu as Hmm, les impôts, etc. etc. ouais, Donc donc c'est important d'avoir ça en tête, c'est que c'est pas un truc qui s'improvise pour moi, hmm, c'est un truc qui se prépare en fait. hmm. Justement, tu avais préparé ce projet donc avant 2021.
Est-ce que tu avais déjà commencé à préparer ce projet, déjà quand on s'était rencontrés, ou peut-être plus tôt même, de sorte à ce que quand tu arrives, quand tu as pris la décision en 2021 de venir, tu puisses quand même déjà trouver des choses qui sont plus ou moins stables et pas devoir tout recommencer à zéro, quoi. Le fait aussi que tu avais une attache depuis tout petit, parce que votre famille elle est vraiment tangéroise, hein, c'est vraiment Tanger vos racines, si je me trompe pas. En tout cas, de grands-parents à grands-parents, Hmm. des générations les plus proches de moi, oui. Après, tu as toujours Tanger. C'est comme les grandes villes, tu vois. Tu as des gens qui étaient dans les montagnes Ça, ouais. et qui sont venus dans les grandes villes. Donc, du côté de mon père, mon grand-père est né à Tanger. Mais si tu remontes, tu as un côté berbère, plutôt du Ça, nord du Maroc. Ma mère, c'est la montagne, mais à l'extérieur de Tanger, à ouais. 40 km. Et puis Tanger, c'était la ville, tu vois, où C'est ça. les gens venaient. Mais on va dire, entre guillemets, on va Mais tu dire avais cette accroche la déjà avec la famille, elle est à ville, Tanger, etc. c'est-à-dire la famille la plus proche, je ne vais pas trop loin. C'est-à-dire quand on prend Ouais. mes grands-parents étaient ici, automatiquement si mes grands-parents étaient ici, mes oncles, mes tantes, mes cousins et tout, on se retrouve tous ici en fait. Ouais. Mais si on recule dans les générations, tu vas sortir un peu de Tanger. Pour Ouais. ma mère, la périphérie de Tanger. Pour mon père, jusqu'au Rif, tu vois. Tu peux aller jusqu'au Rif. Hmm. Mais du fait justement qu'entre guillemets le terrain il était déjà propice, si c'est bien comme ça qu'on dit, tu vois, le fait que tu aies déjà une accroche, tes racines ici, etc. Et est-ce que tu as aussi fait des causes pour préparer ton arrivée sur place au Maroc pour que ça soit facilité donc. Alors, parmi les premières causes, c'est l'école pour les enfants, hein. Je pense que quelqu'un, en général, quand tu es parent, ta priorité, c'est tes enfants. Donc la première chose pour moi, qui était le signe j'y vais pas, c'était mon fils en fait, le plus grand qui s'appelle Abdelrahman. Il devait passer un examen comme d'entrée. D'accord. S'il ratait l'examen, c'était comme un signe pour moi de dire fais marche Ouais. arrière. Et donc comme il l'a réussi, c'est moi qui l'avais aidé pour la langue arabe et tout, il a réussi, c'était un bon signe. Après, pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai bossé pendant 7 ans, 2 temps plein, dans Ouais. l'idée de mettre de côté pour avoir un bien immobilier. D'accord. Quand je dis bien, c'est un appartement. Ouais. Donc je voulais absolument sécuriser le loyer, parce que comme ça je me dis, si tu sécurises le loyer, il ne te reste plus qu'à travailler pour remplir Travailler. le frigo, payer Internet, payer l'école des enfants. Donc, quoi qu'il arrive, même si tu te retrouves à un certain moment Ouais. limité budgétairement, au moins tu as un toit. Tu ne vas C'est pas te ça. Ouais. retrouver à la rue. Et pour C'est moi, ça. ça c'est important. Je Ouais. peux pas, si j'étais seul, c'est pas grave, je me débrouille. Ouais. Mais à partir du moment où tu as une famille, tu as des enfants, tu peux pas te permettre dans ta tête de C'est te ça. dire qu'ils vont finir à la rue. C'est ça. Donc ça, c'était pour moi quelque chose où je me donnais à fond. Et alhamdulillah, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, je suis tombé sur un projet dans lequel je pouvais payer petit à petit. Donc Ouais. j'avais un apport Alhamdulillah. qui était dû à mes 7 années de temps plein, où je mettais à fond de côté. Tu vois, tout ce qu'il y avait moyen de mettre de côté, je mettais de côté, minimum de dépenses. Donc ça m'a permis d'avoir un apport. Et il y avait un arrangement avec le promoteur, comme j'ai un cousin à moi qui le connaissait directement, de lui donner petit à petit. Inch'Allah. Donc alhamdulillah, avant même de m'installer ici, quand je me suis installé, j'avais, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, j'avais réglé ce problème-là. Donc, Alhamdulillah. il ne s'agissait plus que d'avoir des revenus pour l'école, faire rentrer des sous pour manger, euh, payer l'internet, l'électricité. Il y avait une voiture, parce qu'ici, moi, il me faut une voiture. Donc, l'achat de la voiture, c'est une voiture occasion, hein, donc Ouais. j'ai acheté une voiture occasion. Et avec ça, alhamdoulilah, tu vois. Et là, ça permet, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai construit, de me dire, quoi qu'il arrive, même si je me retrouve, je sais pas moi, j'invente avec 700 euros, 800 euros, je vais dépanner, je vais m'en sortir, tu vois. Ouais. Bien sûr. Sachant qu'ici, pour être bien, on va dire avec la configuration qui est la mienne, si tu veux être à l'aise, 1500 euros, c'est bien. Ouais. À partir minimum de 1000 jusqu'à 1500 euros. Ouais. En termes de salaire, c'est ce qu'il y a. On a, Avec un, ayant déjà un loyer payé ça veut ou dire, incluant le loyer. moi, je prends mon cas à moi pour être Ouais. bien et à l'aise. Hmm. À l'aise, il y a les hôpitaux, il y a des Ouais, rendez-vous, il y a ouais, plein de choses, mon frère, tu payes, hein. ouais. Euh, en tout cas moi comment je vois, si tu n'as pas de loyer à payer, D'accord. 1000 euros, à partir de 1000 euros tu t'en sors. Ouais. 1005 pour être à Et l'aise. tu crois que c'est spécifique à Tanger ou Tanger c'est cher, hein. Tanger c'est Donc plus je cher, je rappelle pense, que hein. Tanger c'est très Ouais. cher. C'est pas juste cher, Ouais, c'est très cher, c'est plus cher. Ouais. c'est très très cher. Donc Parce ça que veut ça dire m'étonne quand même la Tanger marche c'est que très tu cher. donnes. Donc Ouais. je donne bien ici, c'est par rapport à Tanger. Tanger, ouais. En dehors de Tanger avec 500 euros, c'est Ouais. minimum ça, hein. Si le bien il est payé, quoi. Voilà, Si si le le bien bien est le payé. payer, c'est entre 500 et 1000. Mais Ouais. pas à Tanger. Ouais, Tanger, ça ouais, coûte cher. Rien ouais. que l'école, Ouais. rien que début d'année, tu payes l'inscription, les livres, tu es déjà à Ouais, 200 euros de livres, ouais, mon déjà. frère, tu vois. Ouais, Si en plus de ça, tu leur rajoutes des cours de Coran, ils sont ouais, inscrits au foot, ouais, et tu fais des sorties avec eux, ça va très vite, hein. ouais, Ici, tu vas manger à 4 personnes, ouais. prépare-toi à sortir 30 à 40 euros. Et il y a de quoi sortir ici, Ouais, tu bien vois. sûr. Tu sais pas, on n'est pas non plus ici pour vivre. Les enfants, tu peux pas les enfermer entre quatre murs, tu Bien vois. sûr. Tu dois pouvoir leur organiser des choses. Donc, pour être à l'aise avec l'assurance, c'est-à-dire qu'avec les surprises, hein, de quoi mettre de côté,
tu dois être autour de ça, tu vois. Hmm. Surtout si, voilà, tu es quelqu'un qui... tu as aussi des dépenses extra famille Hmm. et tu essayes, voilà, de faire Bien un sûr, peu bien sûr. un petit truc de bien autour de toi. Avec ça, tu es plutôt à l'aise. Hmm. Alors qu'en Belgique, mon frère, il faut 2500, 3000. Hein. C'est Ouais, 3000 clairement, euros. Hein. clairement. Ah, parce qu'au final, c'est vrai que la marge, elle m'étonne un petit peu, parce que c'est peut-être propre à Tanger. Mais c'est vrai Oui, qu'au c'est final, plus. quand tu regardes aujourd'hui en 2024, comme tu l'as dit en Belgique, avec deux salaires, des fois les gens ils s'en sortent pas quoi. Donc voilà, malgré tout, c'est vrai que ça reste. Et c'est peut-être des fois le piège qu'on pourrait avoir avec le Maroc, c'est de se dire que tout est bon marché, etc. Alors que non, les choses elles évoluent. Tanger, c'est une ville qui est réputée aussi, voilà, pour ce côté un peu prestigieux, un petit peu, voilà, il y a des établissements, machallah, comme, bah, justement, on a été tout à l'heure, donc il y a des beaux restaurants ici avec vue sur, voilà, sur la mer, enfin tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, Tanger, je pense qu'il a quand même un peu ce côté un peu plus prestigieux et un peu plus onéreux au niveau des autres villes du Maroc. Donc ça, c'est un choix aussi à faire important. Mais dans ton cas, en tout cas, tu avais des facilités déjà par rapport à tes origines, par rapport à ton épouse du coup, et par rapport voilà, à ta situation, ta configuration familiale, c'est ce qui a participé à t'installer à Tanger. Ouais, exactement. C'est-à-dire que, de nouveau, c'est pour ça que je parle des plans divins, parce que dans mon cas, moi, c'est pas une question de plan que j'avais dans ma tête et tout. Premier point, c'était mes enfants. Ça, c'est la base. C'est vraiment ça. Donc ça, c'était le truc. Deuxième point, c'était avoir ma liberté de culte. Ça, c'était hyper important, tu vois, de vivre dans un truc où tu t'en as marre à un certain moment qu'on colle des étiquettes parce que tu pries, parce que tu as la barre, parce que tu as machin, qu'à chaque fois, tu vois, tu es suspect, tu vois. Moi, Mm, je suis quelqu'un qui a, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné un cœur, j'aime le bien pour tout le monde. C'est un bien pour tout le monde qui dépasse la communauté musulmane. Donc même quand j'étais à Bruxelles, tu vois, je voulais le bien pour tout le monde, je montais dans le métro, j'étais souriant, j'ai pas ce problème avec les gens, qu'ils soient mm, musulmans ou pas. Mais tu sens que sur base du tapage médiatique, et surtout la France plus que la Belgique, tu vois, sur un profil qui ressemble un peu, mm, tu vois, mm. tu as des codes, en fait, t'es comme chaque fois suspect de Ouais, quelque ouais, chose, en c'est ça. fait. Qu'est-ce que tu caches, en fait? Mm, T'es dangereux, tu vois ce que je mm, veux dire? Et moi, je peux pas vivre dans des conditions comme mm, ça. Moi, je dois vivre dans des conditions tranquilles, tu vois, tu te sens apaisé, tu te sens libre en fait, il n'y a pas de mm, jugement dessus. Donc ça, c'est le deuxième point qui a joué. Et puis le troisième point aussi, donc ça c'est avec tout l'aspect aussi, donc on est dans la spiritualité, notre religion et tout. Et puis tu as l'aspect cadre aussi. mm, Le métier que je fais moi, si tu vis dans un endroit où il fait tout le temps gris, t'as pas beaucoup d'activités qui s'offrent à toi de nature, hein, de mm. contemplation. Psychologiquement, mon frère, c'est trop compliqué, tu vois. C'est ça. Quand je vois Bruxelles, ce que c'est devenu, tu vois, vraiment, hein, c'est comment c'est devenu et tout, c'est pas le Bruxelles que j'ai connu quand j'étais enfant, tu vois, Mm, ça s'est transformé, tu vois, je mm. reconnais plus la ville dans laquelle j'ai été, tu vois, tout est devenu plus difficile. Les Mm, loyers déjà, je te dis même pas, mon frère, ouais, ouais, c'est des 1000, 2003 mm. de loyer. Subhanallah. Le coût de la vie, il est phénoménal. Tout est devenu compliqué et les gens sont tristes. Tu vois ça. La dernière fois que j'étais en Belgique, les murs sont tristes à Mm, Bruxelles. Les feux rouges sont tristes. mm, Tu vois. mm. Tu, Les feux rouges restent rouges. Ils restent ouais, tu bloqués vois, rouges. donc tu vois, tout ça, ça joue aussi en fait. Et j'avais même, quand j'étais à la commune, et la dernière fois que j'avais été à la commune, Madame un sucre, cette femme, subhanallah. Ça se voit que c'est une personne qui a été éduquée avec les valeurs chrétiennes et tout Mm, d'antan, tu vois, vraiment serviable, gentille. Elle était plutôt néerlandophone, flamande. Mais une gentillesse incroyable. Franchement, cette personne, elle m'a touché tellement elle était gentille. Et donc, je remplissais les papiers parce que j'allais m'installer au Maroc. Elle me dit, ah monsieur, vous avez de la chance d'avoir le soleil et tout. C'est mm, pas évident quand il fait toujours gris et tout. Donc ça veut dire quoi? Qu'on est face à une personne, belgo-belge, qui a grandi en Belgique, mais qui a ce manque de vitamine D et de mm. soleil, Subhanallah. qui attend juste sa Mm, retraite pour aller mm. dans un endroit où il y a le soleil. Donc il y a aussi Subhanallah. le cadre, Ouais, bien sûr. sans être ingrat vis-à-vis de la ville dans laquelle j'ai Bien grandi et sûr, bien tout. sûr. Mais il y a aussi une météo et un cadre qui est favorable Mm, à un bien-être intérieur, surtout dans le métier dans lequel je fais, où on a des gens en souffrance et tout. Vivre dans un climat où il n'y a pas de rayons de soleil, t'as pas un beau paysage, mm. psychologiquement, mon frère, tu tiens pas. Hein. Ouais. T'as dit un point important, c'est que tu as vraiment fait les démarches en fait, d'expatriation pour venir au Maroc. Donc tu étais officiellement expatrié, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de belgo-marocains, MRE, et ça ils en parlaient aussi dans ce phénomène social, qui disaient en fait qu'en tant que belgo-marocain, tu avais autant le droit d'être en Belgique qu'au Maroc. Tu vois, c'est incontrôlable, entre guillemets, et c'est tout à fait normal qu'un belgo-marocain veuille rester X temps au Maroc parce qu'il a des raisons familiales ou X, Y, Z, et inversement vis-à-vis de la Belgique, tu vois. Mais dans ton cas, tu as fait un choix d'expatriation. Donc tu t'es expatrié de la Belgique et tu t'es enregistré au Maroc, quoi. Ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis pas du style à vouloir
gratter les aides de l'État, machin et tout. Je dis pas que qui sont entre Ouais. les deux, c'est pour d'autres raisons. C'est pas pour ces raisons-là. Ouais, C'est parce que des parce que fois, il y a des gens ils qui. sont pas encore Voilà. stables. Ouais. Moi, je parle pour moi. J'avais moi, quand j'étais déjà au Maroc et que j'allais m'installer, j'ai démissionné du Maroc en fait. C'est ça qu'il D'accord. faut comprendre. Ça veut dire quoi? Que en démissionnant, j'ai pas eu d'indemnité et je Ouais. travaille pour l'État, moi. Je travaille pour la commune. C'est l'équivalent de la mairie pour le Ouais. service de prévention, Mm. justement. Donc en démissionnant, j'ai pris aucune indemnité. Donc l'État fait des économies avec moi, peut-être 20 000 euros d'indemnité, 15 ans de travail, c'est peut-être Mm. 20 000 euros Subhanallah. d'indemnité. En même temps, tu renonces avec ça à toute aide de l'État, tu renonces à ta couverture, donc couverture mutuelle, etc., etc. Tu renonces aux allocations familiales, donc toutes les aides en fait. Donc Mm. quand j'ai fait ce choix-là, je me suis coupé de tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu Pourquoi, t'in- si je peux me permettre? Parce que moi je veux pas. Comment je vais expliquer ça? À partir du moment où j'ai fait le choix de m'installer, je vais pas jouer entre les deux, moi. Pour être tranquille. Moi, je suis un gars qui Vis-à-vis veut être de. tranquille, moi, Je frère. sais bien. Je veux pas. Je sais. Moi, je joue pas et on me casse la tête Ouais. après. Ça veut Non, dire, parce qu'en fait, c'est ce qui est important de préciser quand même, hein. Des fois, tu vois, dans la situation de belgo-marocain ou de franco-marocain, etc., il n'y a pas toujours une question de vouloir garder des droits en Belgique, etc., tu vois. Des fois, ça peut être une activité professionnelle, ça peut être un dossier médical, ça peut être différentes choses qui font que. Mais dans ton cas, je pense que c'est surtout la volonté d'être tranquille, de ne pas devoir rendre des comptes, en fait, sur une éventuelle situation que tu aurais dû garder en Belgique, c'est ça? ouais, exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es entre deux, il y a des personnes qui ne savent pas, elles sont pas encore stables. Hum. C'est, voilà, quand tu te mets dans l'entre-deux, tu te trouves dans une situation où tu peux te retrouver certainement avec des soucis. Bien sûr. Rembourse-nous, machin. Et Ouais. moi, je veux pas. Moi, je veux la paix. Moi, Hum. ce qui est une chose très importante dans ma vie, pour cette quête spirituelle dans laquelle je suis, c'est d'avoir la paix. Hum. Et donc, pour avoir la paix, mon frère, gardez votre argent, Ouais. tu vois. Ouais. Moi, je travaille à la sueur de mon front. Hum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dois ramener quelque chose, ben, par la grâce d'Allah, c'est Allah qui donne, c'est par moi-même. Hum. J'ai pas envie qu'après, on toc, 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 on vous a donné quelque chose pour récupérer. Non. Tu Hum. comprends ce que je veux Bien dire? C'est sûr. pour ça que j'ai fait le choix. Et j'ai la conviction que Razzaq, c'est Allah. Donc, Hum. j'avais pas à commencer à jouer à partir du moment où j'ai fait le choix. C'est bon. Je quitte mon travail tant que je payais mes impôts comme tout le monde, comme tout Hum. citoyen. J'ai des droits comme tout le monde. C'est ça. Les droits, c'était pas, j'avais pas de chômage parce que depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai eu peut-être 3 mois de chômage quand j'étais jeune. Puis j'ai travaillé jusqu'à l'expatriation. Et même j'avais 2 temps pleins où j'ai payé des impôts, mon frère. Ouais. La dernière année, ça m'a coûté en termes d'impôts 14 000 euros d'impôts. Subhanallah. Ah ouais, pour dire combien Ouais. ça coûte. Donc j'ai eu 2 temps pleins déclarés en fait. Ouais. Donc, dernière année, c'était 14 000 euros d'impôts. Je me suis dit, c'est pas possible, frère. Donc Tu il y a travailles. un peu cette raison fiscale aussi qui fait qu'à un moment tu dois prendre des choix. Pas forcément pour le Voilà. côté fiscal au Ouais. sens propre, parce que ce qui impliquait le fait que je payais des impôts comme ça, c'est parce que j'avais 2 temps pleins. Ouais. J'aurais pu avoir juste mon activité. Tu as une société, hein, tu sais comment ça marche. Tu as une Ouais. société, tu te mets un salaire, tu te verses 1 500, le minimum, Ouais. et tu n'es pas trop taxé. Donc j'aurais pu Ouais, t'aurais garder pu gérer un ce pied truc-là. à terre en Belgique, d'avoir une société, c'est elle qui encaisse les sous plutôt que d'être indépendant. Ouais. Elle encaisse les sous, je me verse un salaire, et tu t'optimises en fait ta C'est ça. fiscalité. Mais non, moi je voulais être tranquille en fait. Ouais. Moi, je veux pouvoir m'installer, vivre sans me dire il y a un courrier, une Ouais, c'est ça. facture, machin. Tu vois, la boîte aux lettres, Ouais. elle a été assez remplie, tu T'as vois, pas de boîte aux lettres ici. ici, frère, Subhanallah. quand t'as un truc, tu dis ah, c'est quoi? Subhanallah. Et d'où ça vient? Ça vient de la Ouais. Belgique. Subhanallah. J'ai le coup, tu Ah vois. ouais. Tu vois, j'ai Ouais, une j'ai. lettre. C'est bizarre, jamais de lettre. La Belgique, vous devez encore 800 euros d'impôts de l'année. Subhanallah. Ouais, ouais. J'ai. Je dis ok, je vais vous donner ce qui reste Subhanallah. encore. Ah, J'ai. Pour parler un petit peu de ton activité, donc pour terminer, Inch'Allah, dans les grandes lignes, moi je connais ton domaine, donc tu as un domaine assez spécifique, faut le dire, donc tu es dans, on va dire, dans la da'wa, dans l'enseignement, dans l'éducation, si on peut dire ça comme ça encore, d'une certaine manière, mais je te laisserai de toute façon présenter. Ton activité, en quoi est-ce qu'elle consiste exactement? Donc, quel est ton travail aujourd'hui? Comment sont rythmées tes journées au Maroc? Donc, qu'est-ce que tu fais, si on peut dire ça comme ça, au niveau de ton activité, donc? Alors au niveau de mon activité, donc j'ai deux portes d'entrée. J'ai les cours, donc je donne cours 3 fois par semaine. Là, c'est ma casquette de prof de religion, c'est ma casquette d'éducateur, c'est ma casquette aussi, je fais de l'accompagnement des personnes, donc le côté spirituel, le côté psychologique et tout. Et j'ai les consultations en ligne. Consultations en ligne, c'est des personnes qui vont pas bien, elles prennent rendez-vous. Et à la suite du rendez-vous, ben, on a un moment, je passe 1h30 avec les personnes à voir comment on peut démêler leurs problèmes, etc., etc. Et donc le reste, c'est les cours. Donc c'est les cours d'un côté, les consultations. C'est avec ça, c'est ça mon activité principale mais qui prend tout mon temps. Hmm. Du lundi au dimanche, je suis pris dans
dans ce que je fais. Donc je donne cours 3 fois par semaine, puis j'ai rajouté une formation le samedi, donc ça fait 4, plus les consultations quoi, tous les jours, avec les préparations des cours et la réponse aussi dans les groupes, les réponses que je dois apporter. Hmm. Et ça me prend tout mon temps en fait. Ça me prend énormément de temps. Juste au niveau timing, là. Ouais. Toi, ton train. Donc ton domaine principal, c'est la psychospiritualité en fait. C'est ça qui est assez Exactement. spécifique par rapport à ce que tu fais. Donc c'est le domaine de la psychospiritualité. Alors moi au début, c'est vrai que je t'avais découvert sur les réseaux, parce que tu étais en tout cas fort actif sur les réseaux, je pense que c'est toujours le cas. Mhm. Donc tu partages régulièrement du contenu sur les réseaux, indépendamment même des cours et voilà, des formations que tu fais, etc. Et des consultations que tu fais. Donc déjà sur les réseaux, tu étais fort actif. Euh, Ton domaine voilà, spécifique, c'est vraiment tout ce qui est psychospirituel, quoi. Moi, j'ai deux casquettes. J'ai deux casquettes. J'ai la casquette d'enseignant, parce que je suis prof aussi de formation, j'ai été formé, et prof de religion de terrain et de métier, plus l'accompagnement des personnes. Donc au niveau psychologique, au niveau... C'est de la thérapie que je fais, hein. Pour un chat, hein. C'est lié à de la thérapie, à l'accompagnement, la médiation. C'est aussi de la médiation de couple. J'ai des couples aussi en médiation que je dois aider, travailler sur les wasawis quand les gens ont des pensées, voilà, des waswas dans leur tête, travailler sur les peurs, travailler sur la spiritualité. Donc, il y a une partie qu'on va appeler accompagnement, thérapeutique, coaching, tu peux le nommer comme tu veux. De l'autre côté, il y a l'enseignement. Et dans l'enseignement, il y a la volonté de transformer les gens, c'est-à-dire participer à modifier leur perception par rapport aux perceptions qui amènent de la souffrance, mal-être, qui les bloquent. Le job, il est là lié à la psychospiritualité, c'est-à-dire la prise en considération de la psychologie à la lumière de la spiritualité pour accompagner les personnes. Une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les personnes qui te suivent aujourd'hui, qui sont inscrites à tes cours, qui prennent des consultations, etc., est-ce que c'est des personnes qui te connaissaient déjà depuis la Belgique, qui étaient étudiants chez toi et qui t'ont suivi quand tu es venu au Maroc? Ou est-ce que c'est des personnes qui t'ont découvert alors que tu étais au Maroc, parce qu'au Maroc, tu as peut-être pu développer un peu plus cette activité? Comment les choses ont évolué par rapport à ça, tu vois? La porte d'entrée, c'était YouTube, hein, 2, 3 années sur YouTube. Il n'y avait pas d'ambition c'est-à-dire que je partageais juste ce que je faisais en fait. J'avais 2 temps plein, j'ai pas besoin de sous. Mais j'avais fait un truc, c'est que j'avais donné un WhatsApp gratuit où les gens pouvaient me contacter quand ils avaient des problèmes et tout. Donc je me suis retrouvé pendant 2 ans bénévolement après le travail, à des 2, 3 heures du matin, à être en contact avec des personnes en souffrance, etc., etc. Puis à un certain moment, je me suis dit, il faut que je mette quelque chose en place parce que je peux plus. Parce que le nombre d'abonnés augmentait. Au début, ça allait. C'est vraiment trop de demandes. Je me retrouvais, frère, je partais en vacances. Je répondais, mon frère, jusqu'à des 2, 3 heures du matin. Aujourd'hui, quand je me dis ça, comment tu faisais, tu vois? J'étais sur une autre planète. Je voulais aider les gens souffraient, je voulais apporter ce qu'il fallait. Et s'il y avait un côté Superman, tu vois, chez moi, ouais, vraiment de sauveur, mais qui m'a grillé en fait. Parce qu'après 2 ans, grillé psychologiquement, hein, 2 temps plein, puis tu rajoutes ça, c'est normal que je suis tombé en dépression, tu vois. Et à un certain moment, il y a eu le Covid qui est arrivé. Et le Covid m'a fait découvrir Zoom, les cours en ligne et tout. Et c'est là où j'ai lancé une plateforme que j'ai appelée Libère ton âme. Je me suis dit, répondre comme ça au téléphone, c'est pas possible, je vais me griller. Je vais créer une plateforme, je vais leur donner les outils par lesquels ils vont pouvoir faire de l'auto-coaching, l'autothérapie. C'était ça l'idée à la base. Et c'est comme ça que les cours ont commencé. Et comme je donnais aussi en présentiel des jalasa où j'expliquais des sourates avec une méthode particulière, que les gens aimaient bien, j'ai rajouté, tu vois, une plateforme à ça. Et puis on a eu une troisième, le mercredi, donc on a lundi, vendredi, puis le mercredi j'ai rajouté l'aqida, et notamment les noms d'Allah, mais avec le côté thérapeutique du tawhid, de l'unicité d'Allah, des noms d'Allah. Mais ça vient de là. Après, quand même, il y a des gens qui disent, ouais, il n'y a pas moyen de t'avoir au téléphone. Je dis, frère, Superman, je peux plus. Donc là, si quelqu'un veut prendre un rendez-vous, il y a une contrepartie. Moi, je ne peux pas me tuer, me griller, être au service des gens, et sans limite. Tu vois, quand tu es en mode gratuit, mon frère, j'arrêtais, par exemple, je partais en vacances. Pas en vacances, je partais en camp avec le travail à l'époque. Une semaine, je me revenais 200 messages, frère. Et rien que de voir ça, j'ai failli tomber en dépression. Je dis, comment je vais faire moi 200? Donc là, j'ai mis en place un système où les gens prennent rendez-vous. C'est la contrepartie de mon travail, du temps que je donne aux personnes, qui permet de filtrer en fait. C'est vraiment les gens qui en ont besoin et tout, qui sont prêts à investir, qui prennent rendez-vous et je travaille avec elles individuellement. Alhamdoulilah. Pour l'instant, les gens sont contents. Walillah, alhamd. Vu que je sais que tu es quand même aussi intéressé par voilà, l'entrepreneuriat, le mindset, ces éléments-là, parce qu'on a l'occasion d'échanger un peu sur ces choses-là, je pense que c'est comme une pièce du puzzle importante, le fait que tu as commencé avec des consultations gratuites. Parce que ça t'a permis quand même de mettre en place, on va dire, un petit peu ta machine, toi-même de te retrouver dans ce que tu pouvais justement donner ou pas, de connaître tes limites. Tu vois ce que je veux dire? Je te prends un autre exemple dans la prestation de service. Moi, ce que je conseille personnellement aux gens qui veulent se lancer, par exemple, dans la création de sites web, j'invente, je leur dis, allez proposer
quelques sites web gratuitement. Commencez à faire votre portfolio avec quelques clients gratuitement. Parce que tu vois, aujourd'hui, avec ce qu'on voit sur Internet, la dépendance financière, ceci, cela, il y a beaucoup de gens qui pensent que je vais me lancer dans un domaine et je vais devenir riche en un mois, quoi. Je vais lancer mon truc, je vais cartonner directement. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, ce que tu expliques ici, je trouve que c'est un élément important de ton parcours, une phase un petit peu où tu as été dans la gratuité, où tu as voulu donner beaucoup, etc., de ta personne, mais qui t'a permis malgré tout d'installer une activité aujourd'hui stable, alhamdoulilah, et de connaître, voilà, de mettre un cadre à tout ça et de démarrer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sauf que la chose qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ce que j'ai fait avec Nia. Ouais. Ça veut dire qu'au moment où je Ouais, faisais c'est ce pas que je faisais, stratégique, quoi. j'avais l'entrepreneuriat, mon frère. Moi, je suis Ouais, prof et je suis éducateur, tu ouais, vois. bien sûr. Donc, j'ai pas été formé à l'entrepreneuriat. Ça veut dire que moi, je faisais les choses sans savoir, on vient au plan divin. C'est Allah qui a ses plans, mon frère. Ouais, Moi, c'est je bien. faisais les choses avec mon cœur. En fait, j'avais mal au cœur de voir des gens souffrir. Je me dis modestement, j'étais en mode Superman, frère. Ouais. C'est mon histoire. Hein. Ouais, Depuis que je suis petit, c'est comme ça, avec ma mère, etc., etc. Et puis, Allah, subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, avec ses efforts bénévoles, ouais, il en a créé quelque chose par sa ouais, grâce voilà. qui me permet aujourd'hui de vivre de ça. Mais au départ, il n'y avait pas, moi quand j'étais sur YouTube, il n'y avait pas d'idée de se dire un jour, moi, est-ce que je Ouais, savais que le coronavirus allait arriver? ouais, Que j'allais découvrir Zoom, les ouais, Coraniques? Jamais de la vie, mon ouais, frère. Si je faisais mon truc et je partageais. ouais, Et j'étais content quand ça touchait les gens. ouais, Quand j'ai donné le WhatsApp, parce que moi je me suis dit un jour je vais faire des trucs, c'est parce que c'est le corona qui a propulsé tout ça, tu vois. ouais. Je me suis dit un jour je vais les avoir, et je donne gratuit pour faire, même Non, pas. bien sûr. J'étais en mode, parce que moi j'ai Mais travaillé dans le naturellement, social. ça a participé à. Ça veut dire que Voilà. cette nia, c'est Ouais. très important ce que je La dis là, niya. le fait de faire les choses vraiment comme ça, en espérant d'avoir la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui a amené la baraka Ça, après. alhamdoulilah. Parce que je suis jamais rentré avec l'intention de me dire, écoute, il y a un plan stratégique, Ouais, machin. Je dis pas que c'est ouais. pas bien, Non, hein, non, bien c'est sûr. pas ça que je dis, j'explique juste mon cas concrètement. Ouais. Je suis pas rentré avec cet état d'esprit-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, il a fait que j'ai semé des graines sans le calculer, Ouais. qui me sont revenues par après, tu vois. Alhamdoulilah. Donc ça, c'est juste mon cas spécifique, mais j'avais pas de plan, moi je connaissais pas tout ça, frère. Ça, ouais. J'ai découvert par Ouais, après. ouais. Barakallahu fik, en tout cas, je te remercie. On a essayé, machallah, je pense qu'on a déjà partagé pas mal de points intéressants. De toute façon, on aura l'occasion de refaire du contenu, Inch'Allah. Donc, très rapidement, alhamdulillah, de par le projet aussi qu'on a en collaboration. Donc, voyage et méditation. Avec pour les doués d'intelligence, c'est les voyages qu'on fait ensemble. On en reparlera, Inch'Allah, dans un autre contenu, vu qu'on est un peu au niveau du temps, alhamdulillah. Il y a un train pour retourner à Kenitra, alhamdulillah. Mais voilà, juste pour terminer, s'il y a quelques conseils que tu voulais donner aux personnes qui regardent, qui seraient intéressées, qui voudraient peut-être se lancer aussi en tant que professeur, parce que je sais que tu formes aussi des personnes qui souhaiteraient faire ton activité, donc je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Donc voilà, quelques conseils, s'il y a des personnes qui souhaiteraient un peu s'inspirer de ton parcours, ou venir vers le Maroc, ou faire une activité similaire à la tienne. Donc voilà, si tu veux, pour clôturer, Inch'Allah. Les conseils sont très simples. Premièrement, c'est tawakkul. C'est un bon exercice par lequel vous allez réellement expérimenter la confiance en Allah. Pourquoi? Parce que de nouveau, moi je suis dans une chose, je peux vous le dire en toute transparence, qui est le fruit de la grâce divine. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a placé ces choses sur mon chemin. Au moment où je faisais, je ne savais pas qu'Allah me prévoyait que j'allais m'installer au Maroc, etc., etc. Je faisais les choses et je me disais dans ma tête, je vais continuer à travailler de la Belgique, faire des allers-retours. C'était comme ça que je voyais les choses. J'avais pas de solution. Je me dis, c'est impossible. Ici, prof, qu'est-ce qu'ils vont me donner? Je ne vais pas avoir assez. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut en fait, en fonction de ta niya, ton intention. C'est lui qui ramène des personnes. Parce que j'ai des personnes qui ont débarqué. Hein. Au moment où il fallait créer le site, il y a une personne qui me suivait sur YouTube qui m'a dit, je te crée le site gratuitement. Et j'ai voulu même payer, il a refusé. Puis j'en ai eu un autre qui a refait le site quelques temps par après, j'ai voulu payer, il a refusé. J'ai eu d'autres personnes qui m'ont permis de découvrir les formations en ligne, plein de choses qui viennent à toi en fait. Donc le conseil que j'ai envie de dire, l'intention c'est le plus important. L'intention, la niya que vous mettez, le tawakkul, c'est-à-dire avoir votre confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et être une personne dans votre activité de considérer les gens. Soyez pas dans une démarche que commerciale. Soyez dans une démarche dans laquelle réellement vous voulez apporter une plus-value, un plus aux personnes. C'est-à-dire soyez experte et mettez de la qualité. L'argent, vous en avez besoin comme tout le monde, mais ça doit être juste la conséquence. Ça doit être juste la nécessité. Mais c'est votre, je veux dire, à l'intérieur de vous, il doit y avoir ce côté, j'ai envie d'apporter quelque chose, ma contribution, de laquelle je vais vivre. Mais il y a quelque chose du cœur qui doit partir. Ça, c'est le conseil que je donne. Parce que si vous ne rentrez pas avec cette intention-là, sur le terrain, ça risque d'être compliqué. Et moi, j'estime que la baraka et le rizq est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui va vous faciliter les choses, créer les bonnes connexions. Donc ça, c'est comme ça, mon expérience. Je ne dis pas qu'il faut se baser sur mon expérience ou quoi, mais c'est ce que moi, je peux vous partager sur base de ma petite expérience.
de ce petit être humain qui est en face de vous. Barakallahu fik, akhi Abou Bakr, comme d'habitude, donc pour tes précieux conseils et partages et pour ton parcours que je voulais qu'on partage sur la chaîne Réussir au Maroc. Donc voilà, Inch'Allah, moi je partagerai les liens en tout cas dans la description de cette vidéo par rapport à ta plateforme, par rapport à ce que tu proposes aussi et tes réseaux. Comme ça les gens peuvent aussi te découvrir pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Et voilà, pour les personnes qui suivent sur la chaîne, il y aura d'autres occasions, Inch'Allah, avec le frère. Donc d'autres contenus, Inch'Allah. Et en tout cas, je te remercie, Barakallahu fik, pour le partage. Qu'Allah Azza wa Jal te préserve et mette la baraka. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile, bénéfique. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez les codes des réseaux sociaux. C'est normal à la fin, frère. Hein. On va faire la petite fibre de la fin. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Moi, je vais aller prendre mon train rapidement, Inch'Allah. Donc voilà, barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Procure-toi vite mon guide Réussir son installation au Maroc qui compile mes réponses détaillées aux questions que vous m'avez le plus posées sur la vie au Maroc. Une pépite de 285 pages qui va te faire gagner du temps et une mine d'or de conseils pour bien te préparer à ta nouvelle vie au Maroc. Le lien est dans la description.